Warren Buffett l'a dit sans détour. L'or est à peu près la dernière chose qu'il voudrait posséder. Il a écrit que l'or ne produit rien et que si vous possédez une once d'or pendant l'éternité, vous aurez toujours une once d'or à la fin. Howard Marks, le légendaire investisseur d'Oaktree Capital, va encore plus loin. Dans son mémo All That Glitters, il explique qu'il n'existe aucune méthode analytique pour évaluer un actif qui ne génère pas de flux de trésorerie. Je recommande de lire d'ailleurs ce mémo-là. Et pourtant, des milliardaires en détiennent. Des banques centrales en accumulent des tonnes. Des investisseurs sophistiqués et intelligents, rationnels, y consacrent 5 à 10% de leur portefeuille. Alors, voilà ma question. Comment un bloc de métal inerte qui ne fait littéralement rien peut-il être considéré comme un investissement sérieux? La réponse va vous forcer à repenser ce que signifie vraiment investir. Pour comprendre ce paradoxe, on va d'abord déconstruire ce qu'est vraiment un investissement. Ensuite, on va découvrir pourquoi l'or ne rentre pas dans cette définition. Et finalement, vous allez voir comment l'or fonctionne réellement et pourquoi cette compréhension change complètement votre façon d'allouer votre capital. À la fin, vous saurez exactement si l'or a sa place dans votre portefeuille et surtout, vous comprendrez pourquoi. Commençons par une distinction fondamentale que la plupart des gens ne font pas. Quand vous achetez une action Apple, qu'est-ce que vous possédez vraiment? Vous possédez une part d'une entreprise qui emploie des ingénieurs brillants, qui vend des iPhones, qui génère des milliards de profits et qui vous verse des dividendes. L'entreprise travaille pour vous, même quand vous dormez. Apple continue d'innover, de vendre, de créer de la valeur. Warren Buffett l'a exprimé parfaitement en disant qu'une ferme a une utilité, un immeuble d'appartement a une utilité, une entreprise produira des bénéfices. Ce sont des actifs productifs. Ils ont ce que Howard Marks appelle une encre, une valeur intrinsèque, mesurable, basée sur leur flux de trésorerie futur actualisé. Si le prix de l'action Apple chute, mais que les bénéfices continuent d'augmenter, vous savez objectivement que l'action est devenue moins chère par rapport à sa valeur réelle. C'est ça un investissement. Un actif qui crée de la richesse nouvelle en transformant du travail, du capital et de l'intelligence en produits ou services que les gens veulent. Maintenant, prenez un lingot d'or, mettez-le sur votre bureau, attendez 1 an, revenez le regarder. Il est toujours là, brillant, lourd, inerte. Il n'a embauché personne, il n'a rien vendu, il n'a généré aucun dividende, il n'a créé aucune valeur nouvelle. Buffett l'a comparé sarcastiquement en disant que l'or est extrait du sol en Afrique, puis fondu, enterré dans un autre trou et qu'on paie les gens pour le garder. C'est exactement le même lingot qu'il y a 1 an. La seule chose qui peut avoir changé, c'est le nombre de dollars qu'un autre humain acceptera de vous donner pour ce lingot. Et c'est important. Et c'est là que ça devient fascinant, parce que cette différence fondamentale explique pourquoi l'or se comporte d'une manière complètement différente de tout investissement véritable. Mais attendez, si l'or ne crée aucune valeur, d'où vient son prix? C'est exactement là que le mystère commence à se dévoiler. Voici le problème avec l'or. Il n'a pas d'encre. Quand vous évaluez Microsoft, vous pouvez calculer ses flux de trésorerie futurs, les actualiser au présent et obtenir une fourchette de valeur. Vous pouvez dire, à ce prix, l'action est chère, ou à ce prix, c'est une affaire. Avec l'or, impossible. Howard Marks le dit clairement. Il n'y a aucun moyen analytique d'évaluer un actif qui ne produit pas de flux de trésorerie. Le prix de l'or n'est que le point de rencontre entre l'offre et la demande à un instant T. Et cette demande, elle est purement psychologique. Prenons un exemple concret. En 2011, l'or atteint presque 1920 dollars l'once. On va dire en dessous des presque 2000 dollars l'once, on va le dire comme ça. Les investisseurs paniquent sur la crise de la dette, sur l'impression massive en 2008. Et on est en 2011. D'accord? En 2011, l'or atteint presque 2000 dollars. Et à cette période-là, les investisseurs paniquent sur la crise de la dette européenne, sur l'impression monétaire massive post-2008, donc post-crise financière de 2008. La peur est palpable. L'or monte. Puis, de 2011 à 2015, l'or chute de 45%. Pourquoi? L'économie se stabilise, la peur diminue, la demande psychologique s'évapore. Même lingot, même propriété physique, prix divisé presque par 2.
Dans son mémo, Howard Marks utilise l'analogie du concours de beauté de Keynes. Ce n'est pas les plus jolies candidates qu'il faut choisir, mais celles que la majorité des autres votants trouvera jolies. L'or, c'est pareil. Ce qui compte, ce n'est pas sa valeur intrinsèque. Il n'en a pas. D'accord? Ce qui compte, ce n'est pas sa valeur intrinsèque, mais ce que les autres croient qu'il vaut. Vous pouvez faire le distinguo entre l'or et d'autres actifs, n'est-ce pas? Vous me voyez venir. Mais on ne va pas parler de ces actifs-là, on va rester sur l'or. Donc ce qui compte, ce n'est pas sa valeur intrinsèque, mais ce que les autres croient qu'il vaut. L'or fonctionne comme une réserve de valeur unique parce que les humains ont collectivement décidé qu'il fonctionnerait ainsi. C'est un accord social vieux de milliers d'années. Ce n'est pas une vérité fondamentale. Et voici où cette réalité devient vraiment importante pour vous en tant qu'investisseur. Quand vous achetez de l'or à 2000 $ l'once, vous ne pariez pas sur la capacité de l'or à générer des profits. Vous pariez sur le fait que quelqu'un d'autre sera prêt à payer plus de 2000 $ dans le futur. Vous avez entendu? Vous pariez sur la psychologie humaine, sur la peur, sur l'incertitude. Buffett l'a exprimé en disant que ce qui motive la plupart des acheteurs d'or est leur croyance que les rangs des personnes effrayées vont croître. Vous achetez un miroir des émotions collectives, pas un moteur de création de richesse. D'autres mots, quand le prix de l'or augmente, ça veut dire que les gens ont de plus en plus peur. Et ceux qui en achètent aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils sont en train d'investir. Ils achètent parce qu'ils pensent que quelqu'un d'autre aura encore plus peur demain, au point où le prix sera encore plus élevé. Bref, n'allons pas très rapidement. Continuons à suivre le fil rouge. Alors, maintenant que vous commencez à voir le problème, d'accord? Maintenant, vous commencez à voir le problème. Mais ça soulève une question évidente. Si l'or ne crée pas de richesse, pourquoi des gens brillants en achètent quand même? C'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Voici ce qui est fascinant. L'or n'est pas censé vous enrichir. Il est censé vous protéger. Laissez-moi vous montrer la différence avec un exemple historique puissant. Imaginez deux investisseurs en 1924, chacun avec 10 000 $ de 1924. L'investisseur A achète de l'or. L'investisseur B achète un panier diversifié d'actions américaines. Un siècle plus tard, donc nous sommes en 2024, que s'est-il passé? J'aurais pu vous montrer un graphique, mais je préfère vous le mentionner comme ça. Si vous êtes curieux, allez faire des recherches. L'investisseur A a toujours ses lingots d'or. Ils n'ont pas pondu de petits lingots. Ils sont juste restés là, toujours brillants. Son pouvoir d'achat a été globalement préservé. Il peut probablement acheter à peu près la même quantité de pain ou la même quantité de chemise qu'en 2024. Mais il n'est pas devenu riche. L'investisseur B, ses actions ont bénéficié d'un siècle d'innovation humaine. Internet, l'aviation commerciale, les antibiotiques, l'intelligence artificielle, les dividendes réinvestis ont composé. Sa richesse a explosé. Sur le très long terme, les actions ont historiquement surperformé lors de plusieurs multiples grâce à la croissance composée des bénéfices des entreprises. Alors, pourquoi quelqu'un voudrait acheter de l'or? Parce que le monde n'est pas linéaire. Il y a des moments, par exemple, il y a des moments où la confiance dans le système s'effondre. Des crises, des effondrements, des périodes d'hyperinflation. Quand les monnaies fiduciaires se déprécient rapidement, l'or brille. Pas parce qu'il devient meilleur, mais parce que tout le reste devient pire. C'est une police d'assurance. Et comme toute assurance, elle a un coût, qu'on va appeler ici le coût d'opportunité. Chaque dollar dans l'or est un dollar qui ne compose pas dans une entreprise productive. L'or performe typiquement mieux quand les taux d'intérêt réels sont négatifs, car dans ces conditions, détenir des actifs non productifs devient relativement plus attractif. Quand on parle de taux d'intérêt réel, c'est taux nominaux moins inflation. Okay? Si les taux nominaux sont à 2% et que l'inflation est à 4%, le taux d'intérêt réel est à moins 2%. Okay? Donc, regardez les périodes où l'or a performé. Les années 70, donc, vous avez la stagflation massive. 2001-2011, éclatement de la bulle des dot-com, puis crise financière de 2008. 2019-2020, pandémie et incertitude extrême. Ce sont des moments de crise systémique, de peur collective, d'effondrement de confiance. L'or n'est pas un investissement. C'est un pari contre la stabilité.
un vote de défiance envers le système monétaire, un refuge quand tout le reste semble s'effondrer. Et c'est précisément cette compréhension qui révèle le plus grand piège dans lequel tombent la plupart des investisseurs avec l'or. Parce que si vous n'êtes pas clair sur pourquoi vous en détenez, vous allez commettre des erreurs coûteuses. Le premier piège, c'est acheter de l'or après qu'il ait déjà explosé. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? Nous sommes en 2025. Je ne suis pas en train de vous dire que le prix est surélevé ou surévalué, le prix de l'or est surévalué ou quoi que ce soit. Je n'en sais strictement rien du tout. Référez-vous à ce que je viens de mentionner. Personne n'en sait rien. Et je parle du lingot. Je ne parle pas des entreprises dans ce domaine-là. Ça, c'est un peu différent. OK? Là, on peut savoir à peu près combien est-ce qu'elles gagnent, etc. Mais le premier piège, et je n'ai pas dit que c'est une erreur, c'est un piège, c'est d'acheter de l'or après qu'il ait déjà explosé. 2011, l'or a atteint presque 2000 dollars. Les médias en parlent partout. Des publicités vous poussent à protéger votre patrimoine. Faites l'expérience, regardez autour de vous. Le FOMO, qui est à peu près le FOMO, le fear of missing out, ou bien la peur de rater le train s'installe. Des millions d'investisseurs achètent au sommet, puis l'or passe les 10 années suivantes sous ce prix. Beaucoup de ces investisseurs ont subi une décennie de stagnation de leur capital pendant que les marchés actions ont continué à croître. Buffett souligne que durant la décennie précédente 2011, la croyance dans la croissance de la peur s'est révélée correcte, mais que la hausse des prix elle-même a généré un enthousiasme supplémentaire pour l'achat. C'est le classique cycle autoréalisateur. Et il se termine toujours mal pour ceux qui arrivent tard. Le deuxième piège, c'est croire que l'or est un investissement au sens traditionnel. Howard Marks est brutal sur ce point. Un investissement doit avoir une ancre. Sans flux de trésorerie, sans bénéfice, sans loyer, il n'y a aucun moyen d'évaluer si vous payez un prix raisonnable. Vous naviguez à l'aveugle guidé uniquement par l'espoir que la psychologie collective sera de votre côté. Le troisième piège, c'est oublier le coût d'opportunité. Supposons que vous mettiez 100 000 dollars dans l'or aujourd'hui. Dans 20 ans, vous aurez probablement à peu près le même pouvoir d'achat, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Mais si vous aviez investi 100 000 dollars dans un indice diversifié d'entreprises productives croissant à 8% par an en moyenne, dans 20 ans, vous auriez environ 466 000 dollars. La différence, 366 000 dollars de richesse créée par le génie humain et l'innovation. Richesse que vous avez sacrifiée pour tenir un métal brillant. Donc, celui qui a gardé son 100 000 sur l'or, c'est une richesse qu'il a sacrifiée. Donc, c'est un coût d'opportunité de 366 000 dollars qu'il a laissé sur la table. Donc, et voici le piège le plus insidieux. Acheter de l'or par peur plutôt que par stratégie. Je répète, le piège le plus insidieux, c'est d'acheter de l'or par peur plutôt que par stratégie. Parce que je pense que je vous dis ici que n'achetez pas de l'or. Mais il faut comprendre pourquoi est-ce que vous achetez de l'or. Donc, si votre seule raison de détenir de l'or est le système va s'effondrer, vous n'investissez pas. Vous paniquez. Et la panique est toujours une mauvaise conseillère financière. Maintenant, vous vous demandez probablement alors, est-ce qu'il y a une place pour l'or dans un portefeuille rationnel? C'est là que tout ce qu'on vient de voir s'assemble pour créer une réponse nuancée. Et c'est important. Suivez-moi bien. Donc, voici ce que vous devez comprendre sur l'or. L'or n'est ni un miracle, ni un déchet. C'est un outil. Et comme tout outil, son utilité dépend du contexte. Pour 95% des investisseurs, sur le long terme, les actifs productifs, actions d'entreprises solides, immobilier générateur de revenus, obligations de qualité vont créer beaucoup plus de richesses que l'or. Buffett avait raison. Il préférerait de loin posséder 100 acres de terres agricoles au Nebraska ou un immeuble d'appartement plutôt que de l'or. Et quand je parle d'acres ici, je sais que vous ne voyez pas ça, nous francophones. L'acre ici, c'est voilà, un peu moins. Voilà, vous allez regarder ça ici en hectares, qu'est-ce que ça donne. OK? Mais disons même qu'il avait parlé d'hectares. Ce n'est pas la mesure ici qui est importante. Tout ce qu'il mentionne, c'est qu'il préfère détenir des terres agricoles au Nebraska ou un immeuble d'appartement plutôt que de l'or. Pourquoi? Parce que ces actifs produisent quelque chose. Mais,
Et là, c'est le mais. Ce mais, il est très, très important. Il existe des moments et des contextes où une petite allocation en or peut avoir du sens. Si vous vivez dans un pays avec une monnaie fragile, l'or peut être une protection réelle. Si vous avez déjà un portefeuille massif d'actifs productifs et que vous voulez une assurance contre l'effondrement systémique, 5 à 10% en or peuvent vous aider à dormir la nuit. J'ai bien dit, vous aider à dormir la nuit parce qu'on ne sait pas combien est-ce que ça va valoir demain. Mais ça peut vous aider à dormir la nuit. OK? Mais vous avez déjà une grosse poche en investissement productif. Si les taux d'intérêt réels deviennent fortement négatifs, à savoir l'inflation dépasse largement les rendements des obligations, l'or peut temporairement surperformer. Mais voici la règle d'or, et pardonnez-moi du jeu de mots, ne détenez jamais d'or sans comprendre exactement pourquoi vous le détenez et ce que vous êtes prêt à sacrifier pour cette protection. Parce qu'au final, voici ce que l'or révèle vraiment, votre philosophie d'investissement. L'or révèle votre philosophie d'investissement. J'espère que vous en avez une. Si vous croyez au génie humain, à l'innovation, à la capacité de l'humanité à créer de la valeur croissante au fil du temps, vous allez naturellement privilégier les actifs productifs. Ça, c'est mon cas. OK? Mais nous sommes tous différents les uns des autres. C'est pour ça que chacun doit avoir sa propre philosophie d'investissement. Ce n'est pas quelque chose qu'on greffe. OK? Ça dépend de vos tempéraments et de beaucoup d'autres éléments. On en a déjà parlé précédemment. Donc, si vous croyez que le système monétaire est fondamentalement fragile, que la confiance est éphémère, que l'histoire nous enseigne que les empires s'effondrent et que les monnaies fiduciaires finissent toujours par valoir zéro, vous allez vouloir une allocation en or plus importante. Ce n'est pas une question de qui a raison. C'est une question de vision du monde. Howard Marks le dit également. L'or fonctionne comme une réserve de valeur uniquement parce que les gens ont convenu qu'ils le feraient. Ce n'est pas une fondation très solide pour un investissement prudent, mais c'est peut-être la fondation la plus ancienne que l'humanité possède. Alors, revenons à notre question initiale. Comment un bloc de métal inerte peut-il être un investissement sérieux? La réponse, simple, il ne l'est pas. Pas au sens traditionnel. L'or n'est pas un moteur de richesse, c'est un miroir de nos peurs collectives et un thermomètre de notre confiance dans le système que nous avons créé. Comprenez cette distinction. Et vous ne ferez jamais l'erreur de sacrifier la croissance à long terme pour la fausse sécurité d'un métal brillant. Mais ignorez le rôle que l'or peut jouer comme assurance dans des moments de crise véritable et vous pourriez regretter de n'avoir jamais mis 5% de côté quand le monde vacillait. La vraie question n'est pas « dois-je acheter de l'or ?» C'est « attention ». Et ça, c'est important. Dans cette vidéo, vous ne devez pas vous poser cette question. Dois-je acheter de l'or? La question que vous devez poser, c'est qu'est-ce que je crois sur le futur de l'humanité et de ses systèmes monétaires? D'accord? Ou bien, est-ce que je crois au futur de l'humanité et à ses systèmes monétaires? OK? C'est la question que vous devez vous poser. Et si la réponse est oui, vous savez ce que vous devez faire. Si la réponse est non, mais, ou bien non, vous savez également ce que vous devez faire. Répondez à ça et vous saurez exactement quelle place, si place il y a bien sûr, l'or doit occuper dans votre stratégie. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations disponibles sont en description de la vidéo. Dans cette vidéo, vous avez compris une chose, l'or n'est pas un actif à négliger, mais également il faut savoir que ce n'est peut-être pas un investissement, mais plutôt une assurance, une protection qui répond à des questions bien spécifiques. Et vous les avez présentement ici. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez à peu près quel type de questions vous devez vous poser par rapport à l'or. Et je dis encore une fois, je parle du métal. Je ne parle pas des entreprises dans ce domaine d'activité-là, parce que ça, c'est complètement différent. D'accord? C'est un peu comme investir dans le pétrole. Bref, merci, au revoir.